Depuis 23 ans, il fait aimer les livres et la lecture. Un livre, un jour, un livre, toujours. C'est Olivier Barraud. Écoutez. Un livre un jour, un livre toujours, Olivier Barraud, bonjour. Bonjour. Alors, un livre pour toujours, c'est 200 livres que vous publiez, c'est 200 chroniques pour nous faire aimer la lecture, c'est vos choix pour l'île déserte. Ben voilà, c'est exactement ce que je suggère à nos lecteurs, à mes lecteurs, d'emporter si d'aventure, etc. Non, ce sont en fait 200 livres que j'aime par-dessus tout. Mais il en manque, j'en aime beaucoup plus que 200, mais en même temps, je pense que ça pourra donner des idées. Voilà, alors évidemment, tous ceux qui aiment votre émission sur TV5 Monde, qu'on est si heureux depuis si longtemps, alors il y a un livre un jour, et puis il y a un livre toujours, ce sont les classiques, donc en fin de semaine, que vous présentez, et là voici 200 classiques, vous commencez par Homère, vous finissez par Nemirovsky. Oui, je les ai classés par ordre d'apparition, ou je dirais plutôt de repérage, parce que dans le cas d'Homère, on n'est pas sûr exactement de la date où il aurait composé, raconté, écrit peut-être cette histoire, ces deux histoires que sont l'Iliade et l'Odyssée. Donc on passe de, en gros, le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la période contemporaine, puisque le livre d'Irène Nemirovsky a été en fait redécouvert en 2006, alors qu'il avait été composé sans doute en 1940. C'est la plus récente publication que vous présentez. Qu'est-ce qui dicte votre choix finalement? L'enthousiasme que ces ouvrages ont provoqué en moi, certains depuis quasiment l'enfance, puisque j'ai eu la chance par exemple de lire l'Odyssée ou de me le faire lire par mes parents quand j'étais vraiment très jeune, une version expurgée parce que c'est très long, hein, l'Odyssée, il faut le dire. Et puis des livres qu'on m'a lus, des livres dont j'ai gardé un souvenir très très fort et qui sont présents dans cet ouvrage-ci, qui m'ont en quelque sorte modelé, et puis des enthousiasmes récents, parce que, y compris dans les classiques, j'avais, comme tout le monde, énormément de lacunes que j'ai essayé de combler. Alors vous présentez donc chaque livre avec des conseils de lecture, oui. Dire à partir de quel âge on peut le lire, oui. qu'est-ce qui caractérise cet ouvrage, pourquoi il est indispensable. Un seul livre par auteur, oui. Vous auriez pu en sélectionner plusieurs. Ah oui, surtout pour les auteurs que j'aime. Mais le principe était celui-là. Il y a là 200 ouvrages, donc 200 auteurs. Et effectivement, vous insistez à juste titre sur le côté pratique. À partir de quel âge? Quel est le degré de difficulté? Quelques lignes sur la biographie de l'auteur, un résumé de l'action, et puis un exemple, quelques lignes extraites de l'ouvrage en question. Oui, alors on y retrouve d'abord les grands classiques, Les Misérables de Hugo, on y retrouve Apollinaire, on y trouve Baudelaire, on y trouve enfin tout ce qu'on peut imaginer, Zola, Nana, on y trouve tout ça. Mais finalement, votre choix, il est dicté parce que ce sont des classiques, ils sont acceptés ou c'est autre chose? Non, parce que à ce moment-là, il faut prendre un manuel d'histoire de la littérature et on retrouvera bien sûr un bon nombre de ceux qui sont présents dans ces pages. Non, j'ai essayé d'y mettre quelque chose de très personnel. Par exemple, Flaubert. Bon, tout le monde connaît Madame Bovary ou l'éducation sentimentale. Moi, j'ai choisi 3 contes. Vous mettez pas Madame Bovary, vous n'aimez pas ça? Non, parce que d'abord, je suis pas un Flaubertien fanatique. Je trouve ça très écrit et presque un peu trop écrit. Non, j'ai choisi une nouvelle très très belle qui s'appelle Un cœur simple, l'histoire de cette domestique qui va se vouer à une famille, qui s'appelle Félicité, qui est un texte de 80 pages, qui est à mon avis 1000 fois plus beau que Madame Bovary. Alors, votre livre préféré dans tout ça, Olivier Barraud, allez avouer. Oh là là, il y en a tellement. J'aime énormément Modiano, parce que les contemporains sont présents dans cet ouvrage. Modiano, il est né en 1945. Pour vous, Modiano, c'est déjà un classique? Ah oui, absolument. Enfin, s'il est un écrivain d'aujourd'hui qui publie tous les ans ou presque des ouvrages et qui me semble tout à fait ressortir à la catégorie des classiques, c'est bien lui. Il devrait peut-être être dans la bibliothèque de la Pléiade. En tout cas, 25, 30, 40 livres de Modiano auraient pu figurer dans cet ouvrage. J'ai choisi Villa Triste parce que d'abord, c'est une histoire sublime, mais parce que c'est une vraie histoire. D'ailleurs, ça ne trompe pas, ça a été adapté au cinéma par Patrice Lecomte. Oui, alors adapté au cinéma, par exemple, La Guerre des boutons de Pergaud. Oui. Vous y mettez donc des classiques qui ont bercé notre enfance. Mais bien entendu, La Guerre des boutons, c'est un livre qui est moins facile à lire qu'on ne pourrait le croire, ne serait-ce que parce que la langue de Pergaud est une langue très travaillée, une langue de patelin, une langue de province, une langue de petit village, parlée par des gamins, puisqu'il fait parler les enfants. En même temps, c'est vrai, le film d'Yves Robert et les 2 remakes successifs, que vous voulez, Sa vie avec nous, tout ça. Des livres un peu scandaleux, Le Diable au corps de Radiguet, par exemple. Oui. Ça reste encore un peu scandaleux aujourd'hui, ça. Oui, bien sûr. C'est une histoire d'amour, comme on sait, entre un jeune homme et une femme mariée dont le mari est au front pendant la guerre de 14, et ils ont non seulement le mauvais goût, entre guillemets, ça a été beaucoup reproché à Radiguet, de vivre une histoire d'amour, mais de ne pas se sentir coupable. Alors, à certains moments, vous donnez des conseils, vous dites par exemple Rimbaud, la poésie complète, vous dites il faut la dire à haute voix, il faut la clamer. Oui, parce que la poésie, elle est souvent faite pour être
proférée, pour être dite devant un public, à haute et intelligible voix. Je le dis pour Pablo Neruda, je le dis bien sûr pour Rimbaud, je le dis pour Victor Hugo, je le dis même pour peut-être le plus intime des poètes qui est Baudelaire, pour moi le numéro 1 sans conteste. Oui, alors un sous-titre pour Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, il dit « Un livre pour tous, un livre pour personne oui. ». Ça c'est contre vous, ça. Oui, c'est nietzschéen et provocateur et totalement faux en l'espèce. On sait l'influence qu'a eu cet ouvrage sur la pensée, je dirais, extrême, c'est sur la réflexion. Nietzsche se lit assez bien, hein, contrairement à la réputation de difficulté qui lui est souvent accolée. Ça se lit, et là encore, ça se dit admirablement à haute voix, comme dire souvent les textes de langue allemande. Oui, alors évidemment, il y a Courteline, il y a Jack London, Cro-Blanc, oui. Il y a des livres qui ont bercé l'enfance, évidemment. C'est important aussi de lire Arsène Lupin, de lire tout cela. C'est merveilleux, Arsène Lupin, c'est absolument merveilleux. Moi, j'adore les grands auteurs populaires. Vous citez Maurice Leblanc, on devrait citer Simenon aussi, bon, qui a vendu des centaines de millions d'ouvrages et dont le style si simple, si accessible, si facile à traduire dans toutes les langues, demeure quelque chose d'éblouissant. J'ai cité La fuite de Monsieur Monde, qui n'est pas un Maigret, de Georges Simenon, que je tiens pour un des plus beaux romans existentiels, si je puis dire, du XXe siècle. C'est un livre de 1945 qui raconte l'histoire d'un type qui un jour en a marre de tout et qui se barre. Il se barre au soleil, il se barre à Marseille parce qu'il veut autre chose. Il ne le trouvera pas. Qu'est-ce qui fait un grand livre, Olivier Barraud? Qu'est-ce qui fait qu'un livre reste si longtemps après, qu'on a envie de le lire, le relire? Je sais pas, la forme, l'originalité, l'engagement de l'auteur qu'on sent. Ça c'est quelque chose qui est très très sensible. Hein. La présence de l'auteur à travers l'histoire, à travers les vers, à travers le souvenir, etc. D'ailleurs, dans mon propre et modeste ouvrage, il y a aussi des livres d'histoire. Par exemple, les souvenirs d'enfance d'Ernest Renan, qu'on ne lit plus, mais souvenirs d'enfance et de jeunesse, vous entendez ce type s'exprimer et dire pourquoi il a renoncé à la religion pour choisir la République. C'est un texte absolument admirable. Mais vous diriez, Olivier Barraud, vous, dans votre émission, Un livre toujours, il faut lire les classiques, on ne les lit plus, ces classiques-là. Oui, on ne les lit pas entièrement ou pas souvent. On en a été un peu dégoûté à l'école. Oui, mais l'école a quelquefois aussi donné l'idée d'eux. Je connais des gens qui sont fous de La Fontaine, par exemple. Vous voyez, bon, La Fontaine, on l'a étudié parce qu'on était obligé. Et puis en même temps, quand on se souvient sur un chemin montant, sablonneux, malaisé, de tous les soleils, de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Bon, on est là, écrasé par le soleil, on voit cette diligence, ou en tout cas cette voiture attelée qui a du mal à monter la pente, etc. Mais c'est absolument admirable. Ça nous parle exactement comme ça parlait aux Français du siècle de Louis XIV. Ça veut dire que la littérature, la bonne littérature est immortelle, éternelle? D'abord, je crois que la littérature a vocation à l'éternité. C'est une des créations humaines qui, à mon avis, ne souffre pas de discussion de ce point de vue-là, comme la musique. Et que, par ailleurs, c'est une source perpétuelle. On n'en a jamais fait le tour. Moi, je suis un lecteur professionnel et je mesure surtout ce que j'ignore, ce que je n'ai pas lu par rapport à ce que j'ai lu. Allez, il faudra faire un volume 2 aux éditions de La Martinière. Un livre un jour, un livre toujours. Olivier Barraud. On vous retrouve évidemment sur TV5 Monde. Merci. Merci à vous.